officielle. Les difficultés du mouvement chrétien au deuxième et troisième siècle. On n'a pas beaucoup de temps d'après le programme. L'étude que je consacre, de la Res Publica Romana. Exploité au première vue, rien à voir avec ce... Le problème que je vais me poser avec vous, c'est la présence de Ménandre dans le langage quotidien des Grecs. Alors je commencerai par deux images. Vous avez ici une image de Ménandre. C'est un bas-relief du 1er siècle avant notre ère qui se trouve au musée du Vatican, probablement une copie d'une œuvre antérieure. Vous voyez Ménandre assis tenant à la main un masque et puis d'autres masques posés sur la table et à côté une personne féminine diversement interprétée comme sa maîtresse Glycère ou comme une muse. Mais enfin vous avez au fond trois éléments qui sont le poète, son œuvre ou le symbole de son œuvre et son inspiration. Si on compare cela avec ce portrait de Molière dû à Charles-Antoine Coppel, donc de l'époque de Molière, on voit la différence. Là où Ménandre regardait des masques et échafaudait en somme sa comédie en regardant des masques, Molière, lui, regarde, et on ne sait pas ce qu'il regarde, mais ce ne sont pas des masques, il observe. Et puis il est déjà en train d'écrire. Ménandre, lui, n'écrit pas encore, on reviendra là-dessus. Il est en train d'écrire et il n'a pas de muse, mais vous remarquez qu'il est accoudé sur des livres. Il y a donc une présence nette d'une tradition comprise dans ces livres et qui peut servir d'inspiration. Pour ce qui est de la... Je vais revenir un instant sur Molière. On a dit souvent que Molière avait beaucoup marqué la langue française, mais qu'il était un descendant de Ménandre. En effet, la comédie du IVe siècle avant notre ère, c'est la comédie nouvelle, comme Aristote l'a définie, et cette comédie nouvelle a servi de modèle à la comédie latine, qui a servi de modèle à la comédie des humanistes italiens de la Renaissance, laquelle débouche dans le théâtre français, notamment, et chez Molière. Donc, Molière, descendant de Ménandre. Or, il y a un trait de Molière par rapport à la langue française qui est marquant, c'est sa présence dans notre langue quotidienne. On dit non seulement que nous parlons la langue de Molière, mais beaucoup d'expressions viennent de Molière. Qu'allait-il faire dans cette galère, par exemple? Ou couvrez ce sein que je ne saurais voir, le petit chat est mort. Donc des expressions qui nous viennent de comédies de Molière et qui sont une marque de la pénétration de la comédie de Molière dans la langue quotidienne, dans la vie de la langue. Alors, posons-nous la même question au sujet de Ménandre. Qu'en est-il de la pénétration de Ménandre dans la langue quotidienne des Grecs? C'est ici, au fond, une étude complémentaire à la magnifique étude que Adelmo Barigazzi a publiée en 1965 déjà sur la formation spirituelle de Ménandre. C'est-à-dire que notre intérêt ici aujourd'hui, ce ne sera pas de voir les antécédents de Ménandre, d'où est-ce qu'il tire ce qu'il nous dit, mais comment, au fond, il est reçu, comment le public finit par s'approprier la langue des comédies de Ménandre. Je prendrai deux exemples pour commencer, qui sont des cas emblématiques. Alors, vous connaissez tous Alea Iacta Est. Ici, vous avez une petite image tirée d'Astérix légionnaire, où on vous montre Jules César en train de sortir vivement d'une pièce. On ne voit plus que son pied et il dit « Alea Iacta Est ». Comme je dis toujours, en fait, vous le savez, c'est les paroles qu'il aurait prononcées sur le Rubicon, au moment du passage du Rubicon. Eh bien, en réalité, ça n'est probablement pas cela qu'il a dit. Car si Plutarque, qui écrit en grec, nous dit qu'il a dit à ce moment-là « aneritho kubos » et pas « alea iacta est », et c'est normal puisqu'il écrit en grec, alors il le dit en grec. Mais le même Plutarque, dans la vie de Pompée cette fois, raconte à nouveau ce même épisode et il nous dit il a dit ça en grec. Autrement dit, il n'a jamais dit « alea iacta est ».
il a dit anerythokubos, il l'a dit en grec. Or, anerythokubos, ça sort d'une comédie de Ménandre. Ça sort d'une comédie de Ménandre, et si Jules César le prononce, c'est que d'abord on sait qu'il est un admirateur de Ménandre. Il dit de Terence qu'il est la moitié de Ménandre, dimidiatus Ménander, ou dimidiate Ménander. Donc il est un lecteur de Ménandre qui admire Ménandre, donc il doit savoir par cœur du Ménandre, et s'il se met à citer dans l'original, à un moment clé de son destin, c'est probablement qu'il cite une œuvre littéraire, donc, que l'expression de Ménandre a pénétré dans le public, au point que quelqu'un comme Jules César peut dire, à un moment clé de sa vie, anerythokubos. On pense à ce qui nous arrive à nous quand nous voulons citer quelque chose dans l'original. Combien de fois dit-on to be or not to be, ou bien lasciate ogni speranza. Donc, ces citations dans la langue originale montrent que ça a pénétré la langue en même temps que ça charrie cette œuvre dans notre langue quotidienne. Voilà un premier exemple. Deuxième exemple, je le tire de saint Paul, citateur de Ménandre. Ménandre est l'un des 3 auteurs cités dans le Nouveau Testament. Et dans le cas des Actes, à un moment donné, on fait dire à saint Paul « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Excusez-moi, ce n'est pas les Actes des Apôtres, c'est l'Épithatite, c'est pour ça que j'ai hésité un instant. Donc, vous avez ici une image traditionnelle, une icône byzantine de Paul, Hoaios Paulos, avec son type, avec sa petite mèche sur le sommet du crâne, et il cite Ménandre. Mais il cite Ménandre comme sans doute César, sans dire que c'est Ménandre. On sait par des commentateurs que cette citation était empruntée soit à la Thaïs de Ménandre, soit à Euripide. Mais ce qui est important, c'est que c'est tout simplement devenu un bien commun des locuteurs du grec. Ces choses-là sont devenues des biens communs. Alors c'est évidemment une des formes de l'évolution de la comédie. On cite souvent dans l'évolution de la comédie ce que je viens de vous esquisser à grands traits, en passant des uns aux autres jusqu'à la comédie moderne, aux pièces que nous pouvons voir écrire autour de nous. Mais cette autre partie de l'évolution, c'est cette pénétration dans le langage de tous les jours, au fond, l'appropriation de la langue de la scène par la langue courante. Alors nous allons essayer de nous faire une idée, d'explorer la pénétration de Ménandre au-delà de ces 2 exemples emblématiques qui en quelque sorte nous justifient dans notre ligne de recherche, puisque c'est bel et bien là, on peut le montrer. On va commencer par le public cultivé. Le public cultivé qui sans doute lisait Ménandre et qui peut-être va nous donner des indications sur la pénétration de Ménandre dans la langue. Commençons par Plutarque. Vous avez ici un buste de Plutarque que vous avez peut-être vu si vous avez eu la chance d'aller à Delphes. C'est le buste de Plutarque qui se trouve au musée de Delphes avec l'épigramme de dédicace. Plutarque, comme vous le savez, a été prêtre au sanctuaire d'Apollon de Delphes. Donc, en quelque sorte, il est ici photographié chez lui, si on peut dire dans ce cas-là. 1er siècle de notre ère. Alors lui, il nous dit plusieurs choses. Malheureusement, ce qu'il nous dit ne comporte pas de citation de Ménandre. Il nous dit, dans les propos de table, que quand on a des invités à table, on peut faire lire des pièces de théâtre. C'est une manière d'agrémenter la rencontre. Mais alors là, il ne faut pas faire lire Aristophane. Parce que si vous faites lire Aristophane, il vous faut un commentateur pour chaque invité, n'est-ce pas? Puisque c'est tellement compliqué, les allusions, les mots rares, etc. Tandis que Ménandre, alors ça c'est magnifique, c'est clair, tout le monde comprend. Et en plus, donc, c'est une des raisons qu'on aurait de se trouver quelque part avec des invités. Il va même jusqu'à dire on ferait mieux encore de se passer de vin plutôt que de se passer de Ménandre lors d'un banquet. Donc, c'est dire l'estime qu'il a pour lui. Puis par ailleurs, il nous dit ce qui est important chez Ménandre, c'est l'organisation de la matière, la façon dont il raconte les choses. Alors ça, c'est un trait que nous allons garder parce qu'on va le retrouver ailleurs.
il ne cite pas de paroles, mais il dit, Ménandre, ce sont des actions qui sont bien organisées. Dans un de ses traités sur la gloire des Athéniens, il nous présente même, et c'est ici qu'il faut songer au petit bas-relief que je vous montrais, il nous présente Ménandre et un ami qui lui dit « Les fêtes de Dionysos approchent, est-ce que tu as écrit ta comédie ?» Et lui dit « Elle est déjà faite, il n'y a plus qu'à la mettre en vers. » Donc elle est déjà faite dans sa tête, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Il est là avec ses masques, la comédie est arrangée, donc l'arrangement des fêtes est une chose importante. Évidemment, le public auquel s'adressent ces remarques de Plutarque est un public cultivé. Et ce public cultivé, il avait étudié notamment la rhétorique. Et c'est donc chez les maîtres de rhétorique que nous allons trouver maintenant quelques indices supplémentaires sur la fortune de Ménandre. Voici un portrait buste antique de Denis d'Halicarnasse. Denis d'Halicarnasse, c'est cet historien qui est venu s'établir à Rome après la bataille d'Actium en 30 avant notre ère, et qui, à Rome, a non seulement écrit une histoire des antiquités de Rome, les historiens utilisent beaucoup Denis d'Halicarnasse, on le lit en particulier en parallèle avec l'Énéide, hein, mais il a aussi écrit une série de traités de critique littéraire, dont l'un a eu un succès énorme, puisqu'on pense que Racine y a trouvé l'idée de « Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ?» Donc c'est le traité sur l'arrangement des mots de Denis d'Halicarnasse. Alors, que nous dit Denis d'Halicarnasse? Il nous dit « Les auteurs comiques, on peut tous les prendre pour modèle pour la clarté de la langue. » C'est déjà au fond une manière, peut-être au second degré, de mesurer l'importance de la langue comique dans la langue de tous les jours. Mais Ménandre, il a en plus un avantage, c'est l'organisation de la matière. Alors je vous lis une traduction. Pour les auteurs comiques, il convient de prendre pour modèle toute leur qualité d'expression verbale. En effet, dans le choix des mots, ils sont corrects et clairs, concis et dignes, efficaces et authentiques. Mais chez Ménandre, il faut en outre considérer la disposition de la matière. Donc, vous voyez, comme chez Plutarque, on nous dit ça, c'est quelque chose de typiquement ménandréen que cette organisation de la matière. Un autre auteur, oui, c'est un autre portrait imaginaire de Denis d'Halicarnasse sur une gravure de la Renaissance. Un autre maître de rhétorique, 1er siècle de notre ère, un peu postérieur à Denis d'Halicarnasse, c'est Dion de Prusse, ou Dion Chrysostome. Vous voyez ici la première page d'une édition qui date de 1784, mais il n'y a pas de portrait de Dion de Prusse que j'ai pu trouver. Ça existe sans doute, c'est pas parce que je ne l'ai pas trouvé que ça n'existe pas, mais je n'en ai pas trouvé un à vous montrer. Donc voilà une première page de l'édition des discours de Dion de Prusse, et comme vous pouvez le voir ici, c'est un auteur qu'on continue à éditer, puisque vous avez ici l'édition Cécile Bost-Poudron qui vient de paraître en 2011, enfin ça fait 3 ans déjà, mais enfin c'est une édition récente et qui est en cours de route aux belles lettres. Alors, que nous dit Dion de Prusse? Il nous dit, si vous voulez apprendre à bien parler, il faut vous modeler sur Ménandre. Et c'est une recommandation faite à toute personne qui doit prendre la parole en public que de lire Ménandre. Et mieux encore, et ici c'est intéressant, mieux encore, faites-vous-en donner lecture pour être délivré du devoir de lire. Ça c'est assez important. On voit par exemple chez Platon, dans le Théétète, que les gens qui sont là dans la maison d'Euclide et Terpsion se font donner lecture. Au fond, c'est comme quand on met un disque dans le lecteur de CD, hein, il y a quelqu'un qui vous donne lecture. Les manuscrits, en effet, de l'époque ne sont pas faciles à lire, hein, comme vous le savez, si vous faites de l'édition de textes à partir des papyrus, on verra quelques papyrus tout à l'heure. Donc, sans faire donner lecture, et il dit, voilà, c'est un modèle de langage, et il a le charme et la force de l'expression. Remarque générale, il n'y a pas non plus de citation, il ne donne pas d'exemple, c'est donc l'œuvre en tant que telle qui est donnée pour un modèle du langage. Enfin,
un des grands admirateurs de Ménandre, c'est Quintilien. Et ici, je vous montre à dessin ce portrait imaginaire de Quintilien qui se trouve dans la cathédrale d'Ulm et qui date de la fin du XVe siècle. On date ce portrait imaginaire de 1470. Quintilien est resté le modèle du maître de rhétorique à travers tout le Moyen-Âge, et lui nous dit également que Ménandre, c'est le poète dont la lecture suffirait à elle seule pour donner à l'orateur les modèles nécessaires à la représentation de la vie. Et comme vous le savez, l'orateur doit faire parler son client, et il doit donc donner la représentation de la vie du client. Nous avons l'habitude d'avoir des avocats qui parlent à notre place. Un avocat de l'Antiquité vous écrit un texte dans lequel il doit vous faire en sorte que vous vous exprimiez de manière vraisemblable. Donc on est très proche du travail d'un poète dramatique qui doit faire parler un personnage. En l'occurrence, le personnage, c'est le client. Alors dans chacun de ces cas, on voit que nous n'avons pas de citation textuelle, mais ce que nous avons, c'est cette considération importante qu'il y a dans l'organisation de la matière chez Ménandre quelque chose de particulier qui fait que ça vaut la peine de se le mettre en mémoire et de le prendre pour modèle. Passons maintenant du niveau de ces quelques personnages érudits, reflets de la perception de Ménandre auprès d'un public cultivé, passons aux traces du langage ordinaire. Alors là, bien entendu, une première chose qu'il faut dire, c'est que ça nous est très mal connu, le langage ordinaire. Il y a quelques années, un physicien qui avait obtenu le prix Nobel, M. Charpak, avait fait cette remarque, c'est que nous avons des poteries de l'Antiquité qui ont été tournées par des gens et que ces gens ont probablement parlé pendant qu'ils travaillaient. Donc les sons sont emprisonnés dans les poteries. Et lui imaginait qu'on allait pouvoir tirer des poteries, pas seulement de l'Antiquité grecque et romaine, mais de toutes les poteries qui ont été faites sur un tour, qu'on allait pouvoir tirer des sons et que ces sons nous renseigneraient. Alors malheureusement, ça ne s'est jamais fait, on n'a pas pu avoir d'exemple, mais ce n'est pas comme ça qu'on va récupérer des fragments de comédie et de tragédie. Il est probable que le potier, si on pouvait l'entendre parler pendant qu'il travaille, eh bien, on pourrait avoir des informations sur la phonétique, sur le vocabulaire, mais je doute qu'on tombe sur des fragments inédits de Ménandre de cette manière-là. Donc, revenons un instant aux possibilités que nous avons. Première possibilité, c'est de se tourner vers les maximes, les recueils de maximes et de sentences tirées de Ménandre. En effet, si on veut voir ce qui, chez un auteur, a pénétré dans la langue, une des pistes, c'est celle, au fond, de ce que la langue aura retenu comme étant digne d'être cité comme sagesse des nations. Ça s'est fait depuis l'Antiquité. Vous voyez ici le titre final, on mettait souvent le titre à la fin. Le titre final, Menandrugnomai, donc Maxime de Ménandre, c'est un manuscrit qui date du 2e, 3e siècle de notre ère, qui se trouve à Gießen en Allemagne, et qui est un des plus vieux témoignages de ces collections que nous avons de maximes de Ménandre. Alors nous avons des manuscrits qui nous donnent une bonne série de maximes de Ménandre, mais les maximes de Ménandre sont sans doute entachées pour nous d'un certain doute, puisqu'il est possible qu'on ait attribué à Ménandre des maximes pour faire vendre le livre, alors qu'elles n'étaient pas de lui. Je vous rappelle que la Société des droits d'auteur fondée par Beaumarchais n'existe que depuis la fin du XVIIIe siècle et que par conséquent, des faux circulaient abondamment. Plaute, on lui a attribué des comédies qu'il n'a jamais écrites. Plus tard encore, Lope de Vega en Espagne, tout ce qu'on voulait vendre, on disait que c'était de Lope de Vega, ça faisait vendre le livre. Donc Maxime de Ménandre, ça n'est pas sûr que nous touchions vraiment avec cela à des maximes de Ménandre. Mais si nous prenons la maxime citée par saint Paul, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, on peut se servir de ce merveilleux instrument qu'est le Thesaurus Linguae Graecae informatisé, lancé par l'université de Irvine et que les hellénistes connaissent. On s'aperçoit que si on prend Homiliae Cacae, mauvaise compagnie,
eh bien, il y a 77 occurrences. Et puis, Theirus in Ethe, il y a 50 occurrences. Elles sont toutes en relation avec Saint Paul. Donc, c'est à partir de Saint Paul qu'on les cite. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est que, donc, on ne songe même plus à l'origine Ménandre. C'est devenu un bien commun, et lorsque Saint Paul en parle, on dit qu'il le cite. Maintenant, bien entendu, il y a un problème plus général avec cette question d'utiliser les maximes. Quelquefois, les maximes peuvent ne pas être simplement une considération générale, mais peuvent cacher une autre intention derrière. Je prends l'exemple des acteurs, des personnages de Ménandre qui disent souvent « c'est fou le nombre de choses qui peuvent se passer en une journée ». Étonnant le nombre de choses qui peuvent se passer en une journée. Est-ce que c'est vraiment une réflexion sur la fluidité de la vie qui nous apporte tant de choses en une journée, ou est-ce que c'est une allusion à la poétique d'Aristote, qui dit qu'une pièce bien faite, en principe, doit se passer en une journée? Et il y a tellement d'allusions à cette journée chez Ménandre qu'on est tenté, puisqu'il a été formé à Athènes, à l'école d'Aristote, on est tenté de voir là-dedans plutôt une allusion à la poétique d'Aristote qu'une allusion à la fluidité de l'existence. Alors, je vous disais, les collections de maximes qu'on a publiées dans l'Antiquité, nous sommes malheureusement amenés à douter d'une partie de ce matériel. Il y a 877 maximes en un seul vers, et puis il y a 514 vers qui sont des dialogues de maximes entre Ménandre et son contemporain Philistion. Pour l'instant, nous laissons cela de côté dans la mesure où les maximes ne sont pas corroborées par ailleurs. Nous sommes amenés à penser que ça n'est sans doute pas, ça pourrait ne pas être authentique. J'en viens alors à ce que Ménandre lui-même nous donne comme étant proverbial, comme étant la chose qui se trouve dans la sagesse des nations. Et on peut donc, dans ces pièces, partir sur la piste de ce qu'il appelle lui-même des légomena ou des paroimia ou des logoi. Et alors, j'en prends quelques exemples dans le papyrus du Dyskolos, qui est donc plutôt le Codex Bodmer de Ménandre. Je vous montre ici la première page du Dyskolos. Il s'agit de cette copie du IIIe siècle de notre ère qui nous a révélé pour la première fois une comédie complète de Ménandre qui est le Dyskolos. Vous avez la première page ici avec le résumé d'Aristophane de Byzance en haut, puis la didascalie qui nous donne la date, c'est en 316 avant notre ère, datée par les archontes athéniens, et puis la liste des personnages en dessous. C'est donc une comédie qui est complète. Pourquoi? Parce que ce Codex Bodmer, c'est en fait un cahier. Hein. Quand on dit codex, ça veut dire cahier par opposition à rouleau, volumen, le rouleau. Alors il se présente comme ça, et comme il est abîmé, au début, la première pièce, il lui manque le début, la dernière pièce, il lui manque la fin, mais celle qui est au milieu, il y en a trois, elle est complète. Elle est au fond préservée par les autres. C'est donc le cas du Dyskolos. Mais l'exemple que je veux vous donner, il est plutôt tiré de la troisième des pièces, pardon, la première de ces pièces, c'est le loup s'en ira, gueule ouverte, frustré. Alors il dit que voilà, c'est un légoménon, on dit ça. Dans l'intrigue, il s'agit d'un méchant vieillard avare et pointilleux qu'on va rouler. Et on se félicite par avance du fait que quand on l'aura roulé, il partira comme le loup, gueule ouverte, frustré. Donc il n'aura rien. Il aura voulu avoir et il n'aura rien. Alors on peut regarder dans les collections de proverbes, ça a passé de manière assez remarquable, mais en règle générale seulement avec le loup à la bouche ouverte. Il suffit de dire le loup à la bouche ouverte et on comprend qu'il a la bouche ouverte pour rien, qu'il n'attrapera rien. C'est possible aussi que Ménandre se réfère, lui, à un proverbe qui existait déjà. Et si ce proverbe existait déjà, il l'aura au moins fait passer dans l'usage commun. Un autre cas que je voulais vous signaler, c'est toujours dans cette même pièce,
L'âne parmi les singes. L'âne parmi les singes, c'est au fond la difformité au milieu d'une difformité pire. Mutatis mutandis, c'est au royaume des aveugles, les borgnes sont rois, enfin donc l'entourage est pire. Ici, on a l'impression que si c'est un proverbe, il est tiré du monde de la fable. Parce que quand vous avez des animaux qui sont mis en scène de cette manière, c'est probablement de la fable que cela vient. Si je vous montre maintenant un portrait de Marc Aurèle qui date de son vivant, il est au Louvre, on le date de l'époque du règne de Marc Aurèle, c'est parce que grâce à Marc Aurèle, nous avons un complément sur l'une de ces maximes qui se trouve dans le Fantôme. Alors c'est un légoménon, hein, on dit « Tu ne sais pas où aller te soulager tellement tu es riche ». Donc tu es tellement riche que tu ne sais pas où aller te soulager. Or, Marc Aurèle utilise cette citation dans ses pensées pour dire c'est là qu'on peut voir la différence sur la notion de richesse, sur la notion de bien. Il y a des gens pour qui les biens, ce sera purement matériel, et puis il y a d'autres pour qui les biens, ça sera d'ordre intellectuel, comme il est stoïcien, lui il est plutôt de ce côté-là. Et alors, grâce à cette citation de Marc Aurèle, l'utilisation qu'il en fait, on peut compléter la maxime telle qu'elle est dans les manuscrits, c'est dans le Fantôme que se trouve ce légoménon. Remarquons au passage qu'il n'y a pas que Jules César qui lit Ménandre. Marc Aurèle, ici, nous est présenté se présente lui-même comme un lecteur de Ménandre qui commente un légoménon de Ménandre. Un autre proverbe, c'est raconter une histoire à un cadavre. Raconter une histoire à un cadavre, on va le retrouver chez Plaute et chez Terence. Chez Plaute, c'est Mnesilocus qui dit dans les Bacchides Quam si ad sepulcrum narret logos, comme si tu racontais des histoires près d'une tombe, et Terence il reviendra dans le Phormion. C'est comme si on racontait des histoires à un mort. Je regarde ma montre parce que je ne veux pas vous retenir trop longtemps. Alors, ce qu'on pourrait objecter ici, d'une façon générale, c'est que Ménandre emprunte des proverbes. Mais nous ne pouvons pas ne pas faire l'hypothèse que Ménandre fait semblant qu'il s'agit de proverbes pour faire passer quelque chose qui, au départ, n'est peut-être pas un proverbe. Nous avons un cas d'inversion de ce processus dans une comédie beaucoup plus récente, c'est dans la jeune fille à marier de Ionesco, où vous avez le monsieur et la dame qui sont assis sur un banc public dans un parc et qui dialoguent. C'est très amusant, je vous recommande de lire ça, mais à un moment donné du dialogue, la dame dit « Il n'y a pas de sot métier ». Et le monsieur lui répond « Madame, vous avez prononcé là de grandes paroles. Elles mériteraient de passer en proverbe. » Donc, c'est l'inversion du procédé. Vous prenez un proverbe et vous faites comme si vous reconnaissiez son importance. Là, chez Ménandre, on peut supposer l'inverse. On peut supposer je dis que c'est un proverbe, et comme ça, l'idée générale va passer comme une idée de la sagesse des nations. Alors, un dernier exemple que je voulais vous donner parce qu'il a été utilisé, c'est un exemple qui n'est pas du tout donné comme un proverbe, mais qui a ensuite été réutilisé dans la comédie du bouclier que je vous citais tout à l'heure. Un personnage qui raconte une histoire au début, dans le prologue, dit « Qui a subi un échec est sur ses gardes ?» C'est le serviteur qui raconte comment son maître, pense-t-il, est mort. « Qui a subi un échec est sur ses gardes ?» Or, on retrouve cela dans l'explication d'un passage controversé de l'Iliade. C'est lorsque Phénix raconte, au moment de l'ambassade auprès d'Achille pour le faire revenir au combat, il lui raconte l'histoire de sa vie. À un moment donné, il dit, voilà, mon père avait une concubine et ma mère m'a demandé d'aller coucher avec cette concubine pour qu'elle se dégoûte de mon père. Et, dit Phénix, j'ai obéi à ma mère.
Ça a beaucoup choqué, bien entendu. On a voulu corriger le passage, je ne lui ai pas obéi, enfin bon. Mais il a obéi à sa mère comme un fils obéissant. Donc il est allé coucher avec la concubine de son père et il a dû s'enfuir ensuite, d'où le fait qu'il devient l'éducateur d'Achille. Bon, alors dans le commentaire de ce passage, notre proverbe, notre expression, pas donnée comme proverbiale, mais notre expression de Ménandre, celui qui a subi un échec et sur ses gardes, est utilisée de manière moralisante pour dire, vous voyez, ce qu'il faut comprendre ici, c'est ce que nous dit Ménandre, c'est que Phénix a commis une erreur quand il a obéi à sa mère et qu'il ne recommencera pas. Alors c'est une manière de moraliser le passage, ce qui vaut encore mieux pour les éditeurs qui sont venus après que ceux qui ont voulu corriger en changeant des mots à l'intérieur de ce passage. Mais vous voyez, cette entrée, cette expression-là est entrée dans la conscience commune comme la bonne expression de l'erreur qu'on a commise et qu'on ne recommettra pas. Il y a une déception à un moment donné dans cette recherche, c'est, voici une image du Codex Vaticanus de Terence, qui est donc qui date du IXe siècle. Le portrait pourrait être, lui, du IIIe, mais de toute façon, c'est un portrait imaginaire de Terence. Mais Terence est le porteur d'une expression de Ménandre qui a eu un succès énorme, c'est « Homo sum humani nil ame alienum puto », je suis un homme, rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Alors, on pourrait essayer de trouver des équivalents grecs. On sait que la comédie grecque est de Ménandre. La didascalie de Terence nous dit, voilà, Graeca Menandrou, c'est une pièce de Ménandre. On n'a plus cette pièce, mais si on cherche sous anthropos eimi, n'est-ce pas, je suis un homme, alors on trouve des quantités d'attestations, mais jamais chez Ménandre. Même chose que anthropinon ouden, qui ne se trouve qu'une fois dans une scolie de Sophocle, on ne le trouve pas dans ce qui nous reste de Ménandre, ce qui ne veut pas dire évidemment qu'il n'y ait pas d'équivalent de Ménandre. Comme vous savez, nous n'avons que peu de choses de la production de Ménandre. Donc voilà une petite déception. En revanche, je terminerai cette partie-là de mon exposé sur un succès de Ménandre, la fameuse expression « quelle chose splendide qu'un humain lorsqu'il est humain hein, » est anthropos, hotan anthropos ei. Ça a eu un succès absolument fabuleux. Ça se trouve chez Clément d'Alexandrie, chez Galien, chez les grammairiens qui le citent. Et c'est là donc une de ces marques de Ménandre qui a passé dans la langue courante des Grecs. Donc vous voyez que pour l'instant, à ce point où nous en sommes, nous avons déjà celui qui a commis une erreur va faire attention, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, quelle chose splendide qu'un humain lorsqu'il est humain. Donc nous avons déjà une batterie d'expressions qui ont pénétré et qui sont parvenus à nous, non seulement par Ménandre, mais par la langue de tous les jours. Tournons-nous maintenant vers Stobée. Stobée, dont l'anthologie date du 5e siècle de notre ère, c'est un auteur, donc Jean de Stobie. Stobie est en Macédoine yougoslave, anciennement yougoslave, mais c'est le nord de la Macédoine. Il a fait une anthologie qui permet à tout un chacun de trouver les citations qu'il faut lorsqu'on parle de ceci, lorsqu'on parle de cela. Alors donc il a collectionné des quantités de citations de poètes et nous lui devons bien entendu d'avoir des fragments qui sans lui seraient perdus. Alors c'est l'un des terrains de chasse qui s'offre à nous pour essayer de voir ce qui de Ménandre avait passé dans la langue ordinaire. Pourquoi? Parce que si Stobée a appris quelque chose dans son anthologie, c'est que, bien entendu, ça devait déjà être connu, accepté, reconnu, digne d'entrer dans un discours sur le sujet en question. Alors, je commence par vous montrer les chiffres hein, d'après le TLG. Si on prend les auteurs de comédie, vous voyez que vous avez d'abord la comédie ancienne, hein, Aristophane, Cratinos, Eupolis. Puis on a la comédie nouvelle, Antiphane, Alexis, Alexandride, Euboulos,
Philémon, Diphile, Posible de Cassandra. Et je note au passage qu'il n'y a aucune citation d'Apollodore de Charistos. C'est assez étonnant puisque Apollodore de Charistos, c'est l'auteur c'est le modèle du Phormion de Terence, et que le Phormion de Terence, c'est le modèle des Fourberies de Scapin de Molière. Donc c'est un auteur comique qui a eu du succès, mais vous voyez, il n'est jamais cité chez Stobé. En tout, vous avez 141 citations de poètes comiques chez Stobé. Voyons Ménandre, 322 citations. Donc le succès de Ménandre pourrait déjà être lu, si vous voulez, dans ces chiffres. C'est vraiment une présence massive qu'on a. Bien entendu, les chiffres sont toujours à prendre avec beaucoup de précautions. La quantité et la qualité ne font pas toujours bon ménage. Je vous rappelle que Platon lui-même, dans Ion, cite le cas de ce musicien Tinikos de Chalcis, célèbre pour une seule œuvre qu'il a composée. On pense plus près de nous à Rouget de Lille. Hein. S'il n'avait pas écrit la Marseillaise, on se demande qui connaîtrait encore Rouget de Lille. Donc quelquefois, c'est la qualité, pas dans le sens de l'excellence, mais le fait que ça ait une certaine résonance qui fait qu'une œuvre est importante. Mais quand même, on est frappé de voir que les citations de Ménandre constituent plus du double des citations d'autres poètes additionnées. C'est donc une preuve, disons, un indice du succès. Alors je prends quelques exemples de ces citations de Ménandre chez Stobé. Une qui est très importante, c'est « Dès sa naissance, un génie favorable se tient auprès de tout humain pour l'initier à la vie ». Vous pensez bien que ça a eu du succès auprès des chrétiens. Clément d'Alexandrie le cite. Plutarque le cite, mais Plutarque le cite pour dire qu'il n'est pas d'accord. Clément d'Alexandrie dit oui, enfin c'est Dieu qui nous accompagne dans la vie. Plutarque dit non, ça c'est tout simplement faux. Celui qui meurt jeune, non, il meurt jeune, celui qui aime les dieux. Voilà un autre passage qui est sélectionné par Stobé. Ça a pénétré très largement, on le trouve cité dans un traité qui est peut-être de Plutarque, chez Clément d'Alexandrie, qui le met en parallèle avec Platon, et puis on sait que ça correspond à une norme de la pensée grecque. Vous avez Achille qui meurt jeune, vous avez chez Hérodote Cléobis et Biton qui meurent jeunes. Dans la tragédie, il est souvent fait allusion au fait qu'il vaut mieux mourir jeune. Donc on n'est pas étonné de trouver cela. Je vous en cite encore deux. C'est abondance de temps est pénible. Donc ça a l'air d'aller un peu avec mourir jeune. Hein. L'abondance du temps est pénible. Là aussi, ça a passé dans une quantité de proverbes d'époque byzantine, mais il y a un contexte, parce que la chance qu'on a avec Stobé, c'est qu'il vous cite le contexte, et dans le contexte dit, voilà, c'est peut-être dur de vieillir, mais tout le monde veut absolument vieillir. Donc il y a un désir général d'obtenir cette chose, malgré le fait qu'on sait que ce soit pénible. En revanche, et pour terminer sur Stobé, on ne trouve rien sur les gens de loi. Je me suis intéressé à ça parce qu'il y a évidemment quantité de proverbes qui circulent sur les gens de loi, que l'on considère comme des gens peu fiables en général. Un fragment de Ménandre, qui est justement cité par Stobé, nous dit les lois sont des choses admirables, mais ceux qui les regardent de trop près finissent par avoir l'air louche. Donc là aussi, il y a une tradition qu'on retrouve ensuite jusque chez Swift, enfin à travers toute l'histoire du droit, on a cette méfiance dont les gens de loi sont l'objet. L'abondance est telle que, apparemment, Stobé n'a pas jugé bon de citer davantage, pourtant Stobé le cite, mais ça n'a pas été relevé chez lui autant que d'autres. Qu'aurait-on pu attendre, si maintenant nous en revenons à la suite, qu'aurait-on pu attendre et que nous n'avons pas? Eh bien, si on regarde ce que les comédies de Molière nous donnent à travers des expressions comme « le petit chat est mort »,« couvrez ce sein que je ne saurais voir », ce n'est pas seulement une expression, mais c'est tout un contexte.
quand vous dites « couvrez ce sein que je ne saurais voir », vous évoquez la tartufferie de Tartuffe, en quelque sorte. Hein. Quand vous dites « qu'allait-il faire dans cette galère », vous évoquez toute la situation du personnage qu'on est en train de rouler en lui faisant croire une histoire impossible de quelqu'un qui se serait mis dans une situation impossible. Donc la situation est en quelque sorte drainée dans la comédie de Molière à travers l'expression. Le petit chat est mort, c'est aussi Agnès qui dit ça à Arnolphe et on comprend que ce qu'elle lui dit, c'est maintenant je suis tombée amoureuse, je ne suis plus une petite fille. Hein. Donc c'est ce qu'il faut comprendre à travers le petit chat est mort. Qu'en serait-il si on prend une comédie de Ménandre et qu'on essaie de trouver ce qu'on trouve chez Molière? Alors, je prends le cas de la Samienne. Pour vous montrer que c'est une comédie bien connue, je vous montre ici une des célèbres mosaïques de Mytilène, 3e siècle de notre ère, où on voit les trois personnages et vous avez le titre même de la pièce avec la citation du passage, hein, 3e acte. Vous avez les trois personnages face à face du cuisinier, de Déméas et de Chrysis, la courtisane qu'il est en train de chasser de chez lui. Vous avez ici la page de titre finale de la Samienne dans le Codex Bodmer. Vous remarquez en bas Samia Menandrou. La petite torsade à côté de Samia n'est pas un sigma, c'est une décoration. Hein, donc il faut dire la Samienne de Ménandre, c'est la fin de la pièce. Donc voilà une pièce bien connue. Et nous aurions pu penser, en tout cas, que 2 passages de cette pièce auraient pu donner lieu à des citations ressemblant à qu'allait-il faire dans cette galère ou couvrez ce sein que je ne saurais voir. Au début, le jeune homme raconte, dans le prologue, comment il a violé la fille du voisin. Bon, alors ça s'est passé la nuit, il y avait une fête, les femmes fêtaient la fête d'Adonis, elles sont entre elles, lui arrive, il y a de l'ivresse et de la joie dans l'air, et alors, dit-il, j'hésite à vous raconter la suite. Mais enfin, je vais le faire. Non, j'ai honte. Bref, la fille s'est trouvée enceinte, et il continue à nous raconter. Donc, la fille s'est trouvée enceinte, et que ce n'est pas... Voilà une expression qui drainerait avec elle tout ce contexte, le jeune homme qui ne veut pas l'avouer. Ça se terminera très bien, parce qu'ils se marieront, ils sont finalement amoureux l'un de l'autre. Enfin là, non, ça ne marche pas, comme ça aurait pu marcher à nos yeux. Un autre exemple, dans cette même comédie, c'est le serviteur Parménon, qui, à un moment donné, s'est enfui, parce que son maître le menaçait, et puis il revient sur scène à l'acte suivant en disant « Quel idiot j'ai été de m'enfuir ! Qu'est-ce qui se passe ?» Mon maître met enceinte la fille du voisin. Parménon ne l'a pas fait. La fille met au monde un enfant. Parménon ne l'a pas fait. Le maître chasse la courtisane. Parménon ne l'a pas fait. On a un peu le poumon hein, du malade imaginaire, c'est la répétition de la formule. Donc, Parménon uk aitios, c'est pas Parménon qui l'a fait, on se serait attendu à ce que ça puisse devenir un élément de la langue quotidienne. Eh bien non. Il y a sans doute ici une différence de perception entre le public que nous sommes et le public qu'ils ont été, c'est qu'on est beaucoup plus à la recherche, comme vous le voyez, de vérités générales qui peuvent se rapprocher de la sagesse des nations plutôt que d'expressions qui drainent avec elles une situation dramatique. Une dernière voie d'approche serait celle qui consiste à voir si l'usage quotidien d'une expression peut entraîner des fautes. Et par conséquent, la méthode consiste ici à prendre des expressions qui nous sont parvenues sous deux formes différentes pour voir s'il n'y a pas là une trace de pénétration dans le langage quotidien qui les aurait altérées. Exemple, je vous ai cité la bonne forme de la formule de Molière « Couvrez ce sein que je ne saurais voir ». Mais très souvent, vous verrez ça cité comme « Cachez ce sein que je ne saurais voir ». Donc, le simple fait que c'est devenu un élément du langage courant et que beaucoup de gens ne savent même pas que ça sort du Tartuffe de Molière, ça a altéré. Et donc le fait que vous ayez en circulation caché ce sein que je ne saurais voir, alors que la pièce, elle a couvré, c'est un indice, si vous voulez, de la popularité de la formule et de sa pénétration dans le langage courant.
Je vous donne un seul exemple, c'est celui que vous avez là. Considère comme une fête ce temps dont je parle, notre séjour en haut. Donc, en haut par opposition au séjour en bas dans le monde des morts. On l'a sous une autre forme dans le recueil de Maxime. C'est « considère cette vie comme une fête ». Alors vous voyez qu'il y a une simplification du point de vue métrique. Il n'y a plus ce qu'on appelle des tribraques, je ne vais pas entrer dans les spécificités de la métrique, mais ce qui était réparti sur 2 vers avec des caractéristiques de la métrique comique est devenu un seul vers qui est monotone du point de vue de son énoncé. Il n'y a pas d'exception dans l'énoncé. Oui, je pense que je vais... Voilà. Alors, je laisse tomber les autres exemples. Alors, il faut être prudent par rapport à cette méthode-là, parce qu'on sait très bien que les erreurs, elles peuvent provenir, comme je viens de le supposer, d'une pénétration dans la langue, mais elles peuvent aussi provenir simplement de la copie. Et il y a des fautes de copistes qui sont dues à ce qu'on appelle la mémoire brève. Vous avez un chapitre d'Alphonse Dain là-dedans dans son livre sur les manuscrits. Lorsque nous copions, on n'a pas besoin d'imaginer un copiste du Moyen-Âge, mais lorsque nous copions un texte, en tout cas à la main, puisque maintenant on peut faire du copier-coller, il n'y a plus du tout le problème, mais si vous copiez, vous lisez le texte et au moment où vous le copiez, vous l'avez transporté dans votre mémoire brève. Dans cette mémoire brève, des altérations peuvent se produire. Donc, ce que j'essaie d'identifier ici comme un indice de pénétration dans la langue pourrait aussi être simplement le fruit d'une erreur du copiste. Pour conclure provisoirement, je vous montre Molière cette fois-ci comme acteur. Tout à l'heure, on le voyait comme auteur, c'est un portrait de Nicolas Mignard, et on le voit jouer la tragédie. Pourquoi je vous mets ça? C'est pour revenir sur cette idée que chez Molière, c'est l'action de la comédie qui est transportée avec la formule. Mais ici, bien entendu, nous revenons à nos auditeurs érudits, Denis d'Halicarnasse, Dion de Prusse, Plutarque, puisque eux, justement, ce qu'ils nous disent, c'est que Ménandre, c'est l'organisation de l'action qu'il faut considérer, elle est particulièrement remarquable. Si donc ces gens qui enseignent la manière de parler vous disent, regardez surtout comment il organise les faits, c'est que probablement une citation de Ménandre entraînait aussi avec elle une trame de comédie. Comme vous le savez, peut-être, je n'ai pas de photo d'Aristophane de Byzance, mais je remontre cette vue imaginaire de la bibliothèque d'Alexandrie. Dans la bibliothèque d'Alexandrie, Aristophane de Byzance aurait dit, et il l'a écrit, et ça se trouve chez des commentateurs grammairiens, « Ô Ménandre, ô Ville, qui de vous a imité l'autre ?» Donc, on pensait qu'effectivement, c'était bien la vie qui se trouvait reflétée dans le langage et l'organisation de Ménandre. Alors, des comédies de Ménandre. Je vous cite encore une chose, c'est l'activité d'Aristophane de Byzance. C'est lui qui a introduit la ponctuation de manière plus systématique. Donc, on lui doit notre ponctuation. Et ici, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer cette petite image que j'ai trouvée sur Google. Let's eat grandma, let's eat virgule grandma, punctuation saves lives. Donc je l'ai trouvé en anglais, mais ça marche tout aussi bien en français, n'est-ce pas? Allons manger grand-mère ou allons manger grand-mère. Donc la ponctuation. Donc le travail d'Aristophane de Byzance est un travail en profondeur. Cette mise au point de la ponctuation, c'est un travail en profondeur. Donc lorsqu'il dit que Ménandre et la vie que nous menons sont apparemment interchangeables, c'est bien probablement qu'on ressentait les citations de Ménandre comme rattachées à leur contexte. C'est le cas, par exemple, du fameux Anerithokubos, hein, puisque ça vient d'un passage où il est question de mariage. On se marie ou on ne se marie pas. On jette le dé. Donc le dé, ici, dans cette expression, est lié à une trame où quelqu'un décide ou non qu'il se marie. Vous savez maintenant qu'il n'a pas dit « allez à iacta est », mais il a dit « anerithokubos hein, », qu'on jette le dé, que le dé soit jeté. Et par conséquent, comment en est-on arrivé
à Alea Iacta Est dans le texte de Suétone. Eh bien, c'est peut-être une faute de copiste chez Suétone, et je ne résiste pas au plaisir de vous montrer qu'on a corrigé le texte de Suétone, Alea Iacta Esto, ce qui correspondrait exactement, en rajoutant une seule lettre, ça correspondrait exactement à la formule de Ménandre. Et si je vous fais ça, c'est un petit peu un moment d'orgueil genevois, puisque vous voyez que celui qui a fait la correction, c'est Casaubon. Casaubon, qui est le plus célèbre de tous les philologues, de tous les hellénistes genevois, puisque né en 1559, il a été successivement professeur à l'Académie, professeur à l'Université de Montpellier, conseiller d'Henri IV, puis conseiller de Jacques Ier d'Angleterre. Donc c'est une figure internationale, il est enterré à Westminster, et vous trouverez souvent Casaubon dans vos apparats critiques, parce qu'il s'est occupé d'énormément de choses. Donc, vous voyez qu'il est allé jusqu'à mettre le nez dans cette affaire. Mais ce qui est important dans le cas de Ménandre et de Anérythokubos, c'est qu'à un moment qui marque notre histoire, parce qu'au fond, ce franchissement du Rubicon par Jules César, ce qui lui est venu à l'esprit, et c'est donc quelque chose qui circulait dans la langue, c'est une citation de Ménandre. C'est un beau succès pour Ménandre que vous voyez ici dans un buste du musée de l'Ermitage. Je finis par une expression courante de français quotidien. Les difficultés du mouvement chrétien au IIe et IIIe siècle. Il n'a pas beaucoup de temps d'après le programme. L'étude que je consacre, de la Res Publica Romana. Exploité au Première vue, rien à voir avec ce...